Je vous retrouve pour une nouvelle édition de Direct. Merci d'être avec nous jusqu'à 20h, heure du Caire. Nous allons évoquer l'actualité. Alors, premier volet, les commentaires d'actualité. Le deuxième volet, notre débat du soir. Et notre débat, bien entendu, évoquera le renouvellement, si vous voulez, si on peut traduire ça littéralement de l'arabe en français, le renouvellement du discours religieux, suite donc à la visite du Cheikh Al-Azhar, ou on peut appeler le grand imam d'Al-Azhar, à Berlin. Mais pour commencer tout de suite, les commentaires. L'Arabie Saoudite et l'Égypte ont signé hier un accord de 1,5 milliard de dollars pour investir dans des projets de développement dans la péninsule du Sinaï, annoncé donc le gouvernement égyptien, alors que les deux alliés ont renforcé leur coopération économique et militaire. Yara Choucha nous donne les détails. La ministre de la Coopération internationale Sahar Nasr a signé dimanche un accord de 1,5 milliard de dollars avec le Fonds saoudien pour le développement pour financer le développement de la péninsule du Sinaï, a indiqué le ministère dans un communiqué. L'initiative, qui vise à développer cette zone désertique du nord-est de l'Égypte, prévoit notamment la création de zones agricoles et de 26 complexes résidentiels comprenant des établissements médicaux et scolaires. Les deux alliés ont également signé un accord sur une aide pétrolière de 5 ans que Riyad va fournir à l'Égypte et qui avait été annoncée en décembre dernier. Le sud de la péninsule est célèbre pour ses stations balnéaires très populaires auprès des touristes, mais actuellement désertées en raison des violences terroristes. Le coup de grâce a été porté fin octobre avec l'attentat de Daesh contre un avion charter russe qui a coûté la vie à ses 224 occupants. L'Arabie Saoudite avait promis en décembre d'investir 8 milliards de dollars en Égypte pour relancer son économie, mise à mal depuis la révolution du 25 janvier. En mars, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis avaient annoncé chacun 4 milliards de dollars d'investissement en Égypte. Docteur Passan Fahmy, qui est membre au Parlement égyptien et également expert en économie. Bonsoir, Docteur Passan. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, Docteur Passan, je voulais avoir vos impressions justement concernant cette nouvelle, cet investissement de 1,5 milliard de dollars de la part de l'Arabie Saoudite dans la péninsule du Sinaï. Enfin, quelles étaient vos impressions quand vous avez entendu ou su cette nouvelle? Ça, c'est une nouvelle, bien sûr, qui donne une vue positif du futur, parce que on parlait toujours d'une coopération entre les pays arabes. La première phase, que ça soit de 5 à 10 ans, ce sera toujours une coopération, et ensuite vers l'intégration totale entre les pays arabes. Mais ça doit commencer par une coopération. L'investissement des États-Unis, de l'Arabie en Sinaï, bien sûr, ça c'est très important pour nous et pour l'Arabie aussi. C'est pas d'investissement, c'est juste pour le bénéfice de l'Égypte. Mais aussi parce que vous savez que le monde entier maintenant est face à des problèmes trop compliqués. Quels sont les secteurs d'activité dans lesquels on peut investir dans le Sinaï? On a offert beaucoup de secteurs, c'est-à-dire le Sinaï est ouvert pour l'agriculture, pour l'énergie, pour la désalinisation de l'eau de la mer. Il y a beaucoup de secteurs. Ce sont eux qui vont choisir selon le plan qui est présenté par l'Égypte. Bien sûr, ça c'est une région assez grande et c'est ouvert pour tout le monde. La Chine a commencé, la Russie aussi, d'autres pays comme l'Italie et maintenant c'est l'Arabie. Il y a des Égyptiens aussi qui ont pris des terrains pour commencer d'investir et ça c'est un point très important. Alors, j'aimerais bien voir les Égyptiens commencer dans cette région avant les investisseurs étrangers. Oui, l'investissement dans le Sinaï était, disons, freiné auparavant dans les précédents gouvernements. Par justement mesure de sécurité, les militaires étaient très réticents justement à investir dans cette région. Est-ce que c'est une nouvelle vision de l'économie à laquelle on est en train d'assister en ce moment? Si on parle de sécurité, ça, à mon avis, ça c'est le moyen le plus garanti de sécurité. C'est-à-dire quand il y a des investissements, il y a des gens qui vivent, qu'il y a des villes, qu'il y a une vie, ça vraiment, ça garantit la sécurité. Les questions que ça soit la terre tout à fait vide, ça c'est un grand risque. Parce que comme on dit, c'est no man's land. Plusieurs personnes ont l'œil sur la terre.
Mais maintenant, quand nous aurons des investissements, des gens qui vivent des villes, de l'agriculture, tout genre d'investissement. Moi, j'ai vu le plan, ils offrent tout genre d'investissement. C'est-à-dire que ça commence par l'énergie, ça termine par l'industrie. Il y a aussi l'agriculture, il y a le commerce, il y a les compagnies qui produisent ou qui rassemblent les voitures, tout ce que vous voulez. Ouais. C'est ouvert pour tout le monde. Et il y a aussi on encourage d'une façon non précédente, comme on appelle, les investisseurs pour venir investir dans cette région. Donc finalement, peut-être une stratégie nouvelle, une vision nouvelle, c'est-à-dire que les sécurités, que ce soit les renseignements ou les militaires, peut-être feraient marche arrière sur ce qu'ils pensaient auparavant sur donc l'investissement au Sinaï, et qu'ils ont peut-être compris que développer cette région est un moyen sûr de lutter contre le terrorisme qui sévit justement. Non, c'est pas marche arrière, mais c'est marche vers les frontières. C'est-à-dire, la région est trop grande. Alors, on a investi sur la majorité de la terre, et les militaires seront toujours présents, mais sur les frontières. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de protéger une terre assez vaste, c'est très difficile. Vous voyez, il y a les montagnes, c'est très grande surface. Mais les gens qui vivent là-bas ont des intérêts, ils doivent vivre, ils doivent faire le commerce, ils doivent faire l'industrie. Alors, quand on les encourage à travailler dans ces domaines. Et il y a toujours comme on appelle, l'armée sur les frontières. C'est très important. Mais bien entendu. Bon, dernière question. Je vais reprendre ce que vous avez dit précédemment. Vous parlez de, encore une fois, le meilleur moyen de sécuriser l'endroit, c'est d'y investir. Le Sinaï a été touché à plusieurs reprises par des attentats terroristes. Est-ce que vous pensez que investir dans cette région est une valeur sûre, et est-ce que ça pourrait finalement éradiquer ce phénomène ou au moins d'abord l'atténuer et ensuite l'éradiquer dans cette région? À mon avis, oui. Parce que parfois, on est obligé de faire le terrorisme pour pouvoir manger. On les achète, entre guillemets. Ils sont obligés. Ils veulent vivre. Mais quand il y a des moyens de vivre qui sont appropriés et qui exigent la stabilité, alors on n'a pas besoin d'être, entre guillemets, acheté par des gens qui les poussent à faire le terrorisme. Parfois, les gens sont obligés, ils n'ont pas d'autre moyen de vie. Oui, c'est vrai que les habitants du Sinaï se sentaient toujours négligés. Peut-être que maintenant, il se pourrait avoir une nouvelle page qui se tourne. Merci à vous, Dr Passane Fahmy. Vous êtes membre du Parlement et expert en économie. Merci d'avoir été avec nous. Je continue avec cette actualité sur les migrants. Un total de 1662 migrants ont rallié la Grèce depuis l'entrée en vigueur hier de l'accord de l'Union européenne et la Turquie, censé tarir les arrivées sur les îles grecques en provenance de Turquie, indiquait aujourd'hui l'organe de coordination des politiques migratoires grecques. Tout de suite, commentaire. La garde-côte turque a de son côté annoncé avoir secouru en mer 126 migrants tentant de gagner les îles grecques entre samedi et dimanche soir, mais sans préciser combien avaient été interceptés depuis l'entrée en vigueur de l'accord dimanche. Soumis au nouveau régime qui prévoit le renvoi en Turquie de tous ceux arrivés à partir de dimanche, y compris les demandeurs d'asile syriens, tous ces nouveaux entrants sont dans l'immédiat emmenés dans les hotspots. À Lesbos, les autorités ont ainsi transféré les migrants déjà sur l'île avant dimanche dans un camp pour se donner les moyens de traiter à part les nouveaux arrivants dirigés sur le hotspot de Mouria. Pour ceux déposant une demande d'asile, ils doivent y être retenus jusqu'à l'examen de leur cas par les experts grecs et européens, dont l'accord prévoit la mobilisation. Transférés dans des centres sur le continent, ceux-ci sont voués soit au renvoi en tant que migrants économiques, soit à la relocalisation en Europe. Avec les nouveaux entrants, le pays de 11 millions d'habitants avait passé lundi la barre des 50 000 exilés massés sur son territoire, selon le dernier décompte du SOMP. 8 observateurs turcs, des membres de la garde-côte, sont par contre arrivés lundi matin à Lesbos, a rapporté la télé publique grecque. Cet échange d'observateurs avec l'envoi parallèle de Grecs sur les côtes turques est prévenu dans le cadre de l'accord pour mieux en coordonner la mise en œuvre. Du déploiement de ces agents doit dépendre la date des premiers renvois, car l'Union européenne s'est engagée à les mener dans le respect des règles de l'asile, donc via un examen individuel des cas qui forcément requerra du temps.
Et pour conclure, l'armée russe a critiqué aujourd'hui l'attitude inacceptable de l'armée américaine dans le suivi de la trêve en Syrie et menacé de faire désormais cavalier seul dans la mise en œuvre du cessez-le-feu. Le secrétaire d'État américain John Kerry avait annoncé la tenue des consultations américano-russes à Genève et à Amman sur les violations de la trêve entrée en vigueur le 27 février. Tout de suite, détail dans ce commentaire. La partie américaine a montré qu'elle n'était pas prête à discuter concrètement du texte sur le suivi des violations du cessez-le-feu en vigueur depuis fin février, a déclaré dans un communiqué le général Sergei Rutskoy, un haut gradé de l'état-major de l'armée russe. Il est inacceptable de retarder l'entrée en vigueur des procédures visant à réagir en cas de violation du cessez-le-feu, a-t-il indiqué. Le secrétaire d'État américain John Kerry avait annoncé la tenue de consultations américano-russes à Genève et à Amman sur les violations de la trêve en vigueur depuis le 27 février, dont Moscou et Washington sont les parrains. L'une de ces consultations à Amman le 18 mars a montré que les Américains ne sont pas prêts pour discuter en particulier du texte de l'accord ou pour l'approuver, a déclaré M. Rutskoy, sans donner davantage de détails. Des centres de contrôle chargés du suivi de la cessation des hostilités ont été mis en place à Washington, Moscou, Latakia, Amman et Genève. En cas de non-respect de la trêve, un système d'alerte des États-Unis et de la Russie, puis des autres membres du groupe international de soutien à la Syrie est prévu.